Bonjour à tous, alors voilà une petite vidéo pour vous faire un petit récapitulatif sur la première partie de ce thème 2, donc qui correspond au premier chapitre sur un monde de migrants. Donc je vous avais fait une rapide introduction sur toutes les mobilités que connaissent aujourd'hui le monde, c'est dans la suite logique de votre cours sur les grandes métropoles, sur tout ça. Donc en géographie, ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'on a des migrations constantes. Nous, ce qu'on va voir, on va le voir en deux parties. On a déjà fait ensemble en classe un petit peu le premier chapitre. Et je vous envoie, depuis le début de semaine, la suite du chapitre sur le tourisme cette fois. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, donc les migrations, surtout. Donc vous avez avec la première carte les principales zones d'immigration, les zones d'émigration, donc de là où on va vers là où on va. Les flux migratoires qui sont très importants, et bien sûr vous avez les principales zones touristiques, etc. etc. Donc toutes ces mobilités, je vous l'ai mis, sont très importantes car elles composent la mondialisation. Si on n'avait pas ces mobilités, on n'aurait pas notre mondialisation. Donc elles sont indispensables au fonctionnement des sociétés, ça on l'avait vu ensemble. On avait aussi vu qu'on a des mobilités qui sont choisies, on décide de partir, c'est le cas du tourisme, on part en voyage, pas pour le moment bien entendu, mais on part en voyage, on va au Maroc par exemple pour les vacances, on va en Australie si on peut, enfin voilà, on se déplace parce qu'on le veut. Sauf que certaines sont subies, et ça on l'a bien compris, toutes les migrations qu'on connaît aujourd'hui sont principalement subies, on part parce qu'on n'en a pas le choix. Néanmoins, ce qui nous intéressait, c'était de voir que toutes ces mobilités révélaient, d'accord, que le monde était connecté, tout est connecté en permanence, que ce soit par les migrations, par le tourisme, par tous les flux qu'on va voir ensemble, le monde est connecté. C'était la raison de notre problématique en classe. Dans quelle mesure les mobilités révèlent-elles l'interconnexion du monde et reflètent-elles les inégalités, bien sûr, qui existent entre les territoires et les populations? Oui, parce que ce qu'on va voir et ce qu'on a commencé à voir, c'est qu'on avait des inégalités très importantes entre les pays de départ, les pays d'arrivée, les choix pour lesquels on part ou pas. Donc voilà ce qui va nous intéresser. Donc premier chapitre, un monde de migrants. Je vous fais aujourd'hui le récapitulatif sur ce premier chapitre. Alors sans spoiler le deuxième, on va commencer ensemble un petit peu le deuxième. On va faire une ou deux petites études. Et surtout, je vous donnerai un petit peu de travail, mais un travail un peu cool. Mais ça, c'est la surprise, c'est pour la semaine prochaine. Donc, pour faire un rappel très rapidement, on avait vu ce qu'était un migrant, on avait montré que les migrations évoluaient énormément depuis les années 1960, grâce au graphique que je vous avais donné à coller. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir, donc vous avez des chiffres de 2015, on aurait pu avoir des chiffres plus récents, mais ça fonctionne très bien avec les chiffres de 2015. 250 millions de personnes dans le monde sont des migrants, donc des personnes qui habitent, qui résident hors de leur pays d'origine. On a les différentes raisons pour lesquelles un migrant décide de partir ou doit partir. Ça, on les a un petit peu évoqués, on les développe et on va les développer ensemble aujourd'hui. Donc, quelles sont les migrations transnationales? Alors, transnationales, je répète, c'est le fait de quitter le national, donc quitter la nation, quitter le pays. Donc on dépasse les frontières nationales, on est bien à une échelle mondiale, transnationale. Première étude de cas, ça a été migrer en Méditerranée. On a pris l'exemple de la Méditerranée car on a aujourd'hui énormément de migrations subies, surtout ça qui nous intéresse dans cette première partie. On a énormément de migrations subies en Méditerranée. Donc on a des migrations qui augmentent énormément, qui sont toujours plus importantes. On avait pour cela travaillé à partir d'une carte de l'Europe et du nord de l'Afrique, donc avec les principaux flux migratoires méditerranéens. Donc on a principalement, je vous avais donné des questions auxquelles on avait répondu ensemble. On a principalement des flux migratoires qui augmentent, qui vont vers l'Europe, qui partent soit de l'Afrique du Nord, soit de l'Europe de l'Est, soit du Moyen-Orient, et qui arrivent vers l'Europe. Donc on avait aussi vu qu'il y avait des inégalités de développement à l'intérieur même de ça, et on voit bien que les migrations se font de pays qui ont un indice de développement humain. Je rappelle l'indice de développement humain, c'est plusieurs indicateurs qui définissent le niveau de développement d'un pays. Donc par exemple l'accès à l'école, l'accès à l'eau potable, le PIB par habitant, le produit intérieur brut, donc la richesse, tout un tas d'indicateurs qui font qu'on a des pays qui sont plus ou un peu moins, même si vous savez que j'aime pas trop utiliser le terme moins développé, en tout cas des pays moins avancés. Sur cette carte, on a tous les IDH. On a des IDH très élevés, donc c'est le cas de la France, de l'Espagne, Portugal, Allemagne, et des IDH qui sont de moins en moins élevés. C'est le cas par exemple de l'Égypte, qui est compris entre 0,5 et 0,7. Et bien on voit bien que les migrations se font des indices de développement humain assez faibles vers des indices de développement humain plus élevés. Pourquoi? Parce qu'un migrant va rechercher
de meilleures conditions de vie, d'accord? S'il ne quitte pas un pays en guerre ou un pays en grande difficulté, il va rechercher du travail, une meilleure richesse et de meilleures conditions de vie. Donc on a bien la logique des flux migratoires qui s'associe à l'indice de développement humain des pays qu'on a sous les yeux. Migrer en Méditerranée, donc on avait dit qu'on avait de nombreux flux migratoires, donc les flux, ça c'est important, si vous n'êtes pas encore bien au point avec ce terme, il faut absolument le savoir, on l'avait vu dans le chapitre précédent, mais voilà, les flux migratoires, donc l'ensemble des personnes et des biens qui migrent d'une région à l'autre, on appelle ça des flux, c'est tout ce qui se déplace. Donc les personnes migrent principalement de l'Afrique, du Moyen-Orient à l'Europe, alors que les touristes, eux, au contraire, partent d'Europe et viennent visiter l'Afrique et les pays du Moyen-Orient. On a deux types de flux différents. Quoi vous dire d'autre? Vous aviez ensuite le schéma, je vais vous le remettre terminé dans quelques secondes. Ce qui nous intéressait à la suite de cette étude de cas, c'était tous les facteurs des migrations. Donc ça, je vous avais donné un travail à faire, c'était la fiche 1B. Donc il fallait voir un petit peu le parcours d'Abderrahmane, qui quitte le Soudan, qui entreprend un voyage extrêmement long, extrêmement difficile, extrêmement dangereux surtout, pour espérer rejoindre des conditions de vie meilleures. Donc tout ça, c'est un témoignage, c'est important dans votre chapitre, il faut qu'on ait des témoignages de migrants, c'est très important. Donc les facteurs de migration, on en avait vu un, l'insécurité dans le pays, la difficulté, des conditions de vie dans les pays qui ont un IDH parfois un peu faible, ou simplement des pays qui ont un bon IDH mais qui connaissent des régimes politiques qui sont autoritaires ou des guerres civiles. C'est le cas par exemple en Syrie. Au Soudan, on a des difficultés de développement importantes, plus la guerre, etc., etc. Donc on a bien le témoignage d'un migrant qui quitte l'Afrique du Nord, le Soudan, au sud de l'Égypte, pour essayer de rejoindre l'Europe. En petit c, vous aviez les effets de toutes ces migrations en Méditerranée, parce qu'on a des causes, on a des conséquences, et donc les conséquences, c'est les effets. Alors on a des effets positifs, des effets négatifs, que ce soit dans les espaces de départ ou les espaces d'arrivée. Je vous en ai mis quelques-uns. Dans les espaces d'arrivée, l'effet positif, bien sûr, c'est qu'on a une nouvelle main-d'œuvre, parfois qualifiée, on l'a vu, on a très régulièrement des familles qui quittent leur pays, et des familles, généralement, des classes moyennes de leur pays. Parce que rappelez-vous, il faut pouvoir payer les passeurs, par exemple, pour pouvoir juste traverser la Méditerranée, ça coûte extrêmement cher. Donc les populations les plus pauvres ne migrent pas, clairement. Donc on a une nouvelle main-d'œuvre, parfois qualifiée, qu'on peut embaucher, par exemple, si on prend l'exemple de la France, un migrant arrive, il est qualifié dans son pays, on peut l'embaucher, ça fait de la main-d'œuvre en plus. Les effets positifs dans les espaces de départ, c'est surtout qu'on a d'énormes flux, toujours le même mot, des flux mais financiers cette fois. On envoie de l'argent à sa famille qui est restée dans son pays. Je prends l'exemple d'un migrant africain par exemple qui décide de venir en France, qui travaille, qui gagne plus d'argent que ce qu'il n'a gagné dans son pays, il peut en envoyer une bonne partie à sa famille. Donc ça veut dire qu'on a des flux financiers qui quittent la France, qui quittent l'espace d'arrivée et qui retournent à l'espace de départ. Donc ça c'est important, on injecte du financier, on injecte de l'argent dans les pays de départ. Effets négatifs, on les connaît, on en entend souvent parler, mais on a une intégration qui est souvent difficile dans les espaces d'arrivée, on a un rejet de certaines populations, on connaît, on allume la télé, on le voit assez régulièrement, d'accord, le rejet des populations immigrées par une partie des populations des espaces d'arrivée. On a la création aussi d'espaces informels, ce qu'on appelle vulgairement des bidonvilles dans certaines grandes villes. Donc tout ça, voilà, on voit bien une intégration qui peut être extrêmement difficile pour ces migrants. Et bien sûr, pour les espaces de départ, les effets négatifs, c'est qu'on a une baisse démographique, c'est-à-dire qu'on perd de la population, ce qui fait qu'on n'a pas d'augmentation des naissances ou d'augmentation de la population. La baisse démographique, c'est la baisse de la population. Donc on a moins de gens. Et on a ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, c'est-à-dire qu'on l'a dit, on a des populations qualifiées qui partent. Je prends l'exemple, on a l'exemple indien qui est très révélateur. En Inde, on a des gens extrêmement qualifiés, des ingénieurs extrêmement qualifiés qui quittent leur pays pour aller travailler en Europe, aller travailler aux États-Unis. Et ça, c'est une perte de matière grise, c'est-à-dire que le pays de départ perd une personne qualifiée, extrêmement compétente dans un domaine, et cette personne va offrir ses services et ses qualifications à un autre pays. Donc la fuite des cerveaux, c'est un autre réel problème et un autre réel effet sur les espaces de départ.
Je vous remets ici le schéma, hein. Donc là c'est toujours dans le cadre de notre étude de cas sur la Méditerranée. On a l'Afrique et le Moyen-Orient, pays de départ, et enfin on a donc principalement le flux principal des flux migratoires, hein. C'est du sud vers le nord, on va vers l'Europe. Alors, la réaction, j'ai mis réactif dans mon schéma, ah oui, les migrants acteurs des réseaux migratoires, donc ils sont acteurs parce qu'ils partent de leur pays, ils passent dans des pays de transit, hein, d'accord, donc tout ça, ça crée des flux, et enfin on arrive à l'espace d'arrivée. Ces flux migratoires, ça entraîne des politiques migratoires nouvelles des deux côtés, et donc on a le renforcement des frontières. Exemple le plus connu, mais qui n'est pas en Europe, hein, on a des migrations mexicaines. Les Mexicains cherchent à aller en Amérique du Nord, et le président Donald Trump veut faire construire un mur. Donc on renforce les frontières, c'est ce qui est symbolisé ici par les pointillés, hein. C'est le cas partout en Europe, on a des frontières en Europe aussi pour empêcher l'afflux de migrants. Sauf que bien sûr, les migrants, et c'est ce que je vous ai mis avec le dernier figuré, on a des nouvelles routes migratoires qui se mettent en place et qui sont surtout plus dangereuses. On utilise des passeurs, on traverse la Méditerranée dans une petite barque. Enfin voilà, on entraîne, tout cela entraîne des réactions, renforcement des frontières, renforcement des barrières aussi, mais du coup ça entraîne encore d'autres routes migratoires qui se multiplient et qui sont bien sûr de plus en plus dangereuses parce qu'elles sont informelles. Donc voilà pour ce schéma qui vous récapitule assez bien, hein, donc en quelques lignes. Donc ça, il faut le reprendre sur votre cahier. Hein. Si c'est pas fait, vous le reprenez sur votre cahier, ce qui résume bien la dynamique des flux et surtout les effets que cela entraîne, les barrières d'un côté, les nouvelles routes migratoires. Le grand 2. Cette fois, on passe aux migrations transnationales, on change encore d'échelle, on va à l'échelle mondiale et on montre l'intensification de ces migrations. Hein. On n'a jamais eu autant de migrations que depuis ces dernières années. On le voit bien sur notre petit schéma. On est passé de un peu moins de 100 millions en 1975 à 230 millions en 2015. Donc, on voit bien l'augmentation importante de ces migrations. Pour comprendre ça, je vous ai remis les flux migratoires, une carte des flux migratoires importants. Donc cette carte, elle est à bien regarder, bien analyser, d'accord. Il y a beaucoup de flux dessus, mais si on la prend étape par étape, on comprend mieux. Donc on a les espaces et les flux migratoires du monde entier. Donc, les principales zones de départ sont des pays dits du Sud. On n'utilise plus tellement ces expressions, on va l'utiliser aujourd'hui encore pour ce chapitre, mais des pays plutôt du Sud. Alors attention, je vous rappelle, hein, la ligne Nord-Sud, c'est pas pour parler des pays qui sont au Sud, d'accord? C'est simplement pour dire qu'on a des pays moins avancés que les pays du Nord, qui sont l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest, le Japon, l'Australie, la Russie, etc. D'accord? Donc on a principalement des pays dits du Sud, qui sont les principales zones de départ, et les migrants des zones de départ se déplacent donc vers les zones d'arrivée qui sont les pays dits du Nord. Sauf que, pas que, attention, vous allez souvent entendre que ce sont souvent les migrants des pays du Sud qui partent vers le Nord. Attention, ça n'est plus si vrai aujourd'hui. On a des zones et des espaces où on voit des migrations Sud-Sud. Je vous donne un exemple, c'était une étude de cas que vous aviez à faire et que je vous avais proposée. Les migrants, par exemple, d'Afrique de l'Est vont dans les États du Golfe. Pourquoi? Parce que ce sont des espaces et des pays qui ont énormément d'argent, qui ont beaucoup de richesses à offrir. Donc voilà, vous habitez en Afrique de l'Est, vous n'allez plus forcément en Europe. Vous pouvez aller chercher une des meilleures conditions de vie dans les États du Golfe, en Afrique du Sud. Voilà pour exemple. De même, vous êtes en Chine, vous allez vers le Japon. D'accord? Donc vous n'avez plus tellement cette dynamique sud-nord. Aujourd'hui, on a tous les types de migration qui sont présents. Enfin, vous avez les flux. Donc vous avez les flèches noires, sont les migrants qui sont peu ou pas qualifiés. Alors rappelez-vous, ils sont souvent qualifiés quand même. Et vous avez en bleu les migrants qui sont qualifiés et qui sont extrêmement qualifiés. C'est la fuite des cerveaux qu'on voit bien. Donc par exemple, Afrique du Nord partent vers l'Europe et on a encore des Européens aussi, et là c'est des flux nord-nord, des migrations européennes qui vont vers l'Amérique du Nord. Donc ça est un petit peu compliqué. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que les flux migratoires se font très souvent du sud vers le nord, mais que depuis quelques années on observe de plus en plus de flux sud-sud et des flux nord-sud, mais ça c'est pour le tourisme. On y reviendra. La suite.
Donc, petit résumé ici, hein, donc les migrations transnationales sont en forte croissance depuis les années 70, on l'a vu. Je vous ai mis que le nombre de migrants représentait aujourd'hui 3% de la population mondiale. Donc sur le total de la population sur Terre, on a 3% de cette population qui sont des migrants. Les flux migratoires s'effectuent surtout du sud vers le nord, mais on voit bien qu'on a des migrations entre les pays du sud qui sont de plus en plus importantes. Pourquoi ? Simplement parce que il n'est plus pertinent aujourd'hui de dire que tous les pays du sud sont peu développés alors que les pays du nord le sont. C'est une image qu'on garde géographie mais qui est assez vieille maintenant et complètement désuète. Hein. On a des pays dits du sud extrêmement développés, extrêmement qualifiés, avec beaucoup de ressources. Donc voilà pourquoi on a de plus en plus de migration entre les pays du sud. C'est l'exemple des pays du Golfe Persique qui attirent les migrants venus d'Asie du Sud, par exemple, et les migrations entre pays du Nord qui se multiplient depuis les années 90. Tout ça pour parler donc de migration internationale, définition à connaître, le déplacement d'une personne ou d'un groupe de personnes d'un pays vers un autre pour s'y installer. Ensuite, on va parler de ces facteurs d'immigration. On a commencé à en voir quelques-unes en Méditerranée, avec Abderrahmane, etc. En voilà une autre, d'accord ? On a les migrations climatiques qui sont de plus en plus importantes. Avec la carte, vous voyez bien qu'on a des zones qui sont menacées de désertification, donc on ne peut pas y vivre, d'accord ? Vivre dans le désert, c'est extrêmement compliqué. On a l'élévation du niveau de la mer aussi, on a des îles complètes qui disparaissent à cause de la montée de la mer. Les cyclones qui s'intensifient, hein, tout ça dû au changement climatique, des inondations qui s'intensifient dû au changement climatique, la fonte des glaciers, et le dégel, d'accord, qui entraîne de plus en plus de difficultés. Donc toutes ces conditions climatiques de plus en plus difficiles, toutes ces modifications entraînent des migrations dites climatiques. Ça pareil, je vous ai donné une étude de cas à faire, une étude que je vous avais envoyée sur Pronote, hein, que vous pouvez faire sur les migrations climatiques. Autre, bien sûr, facteur de migration très important, la guerre. Voilà, on a des pays en guerre, des pays où on n'est pas en sécurité et où on se voit obligé de partir. C'est le cas par exemple de la photo de ce camp de réfugiés au Kenya. Donc au Kenya en Afrique, hein, c'est un camp qui est créé en 1992, donc ça fait déjà très longtemps. Et on a dans ce camp des réfugiés somaliens qui sont... donc qui viennent de Somalie, on l'avait vu, hein, la Somalie dans le chapitre précédent. Et on a pratiquement 500 000 personnes quand même dans ce camp de réfugiés. Voilà, ils sont en transition, ne sont pas encore arrivés, c'est un camp, c'est un endroit dans lequel ils vivent parce qu'ils cherchent à fuir leur pays. Donc je vous ai mis un petit récapitulatif ici, bien sûr, sur les facteurs des migrations, petit rappel sur la fuite des cerveaux, les autres raisons. On a par exemple aussi des migrations, on pense très souvent aux migrations dues aux guerres civiles, aux migrations climatiques, mais on a aussi les programmes d'échange universitaires, par exemple. Hein, quand vous ferez vos études, vous voulez partir 1 an à l'étranger, on est sur une migration. Certes, elle ne dure qu'1 an, mais c'est néanmoins une migration, donc ça rentre aussi dans le cadre. Les effets des migrations. Donc ça, on l'avait vu avec la Méditerranée, on fait la mise en perspective. Donc les effets négatifs, les effets positifs, etc., etc. Donc voilà pour ce cours. Je vous avais envoyé aussi la conclusion sous forme d'une petite carte. Je vous ai envoyé la correction sur Pronote. Ce schéma, parce que c'est un schéma, reprend un petit peu reprend les principales zones d'arrivée, les principales zones de départ, toutes les frontières qui sont surveillées aujourd'hui. Alors elles n'y sont pas toutes, mais on en a principalement. Hein. Si on regarde, vous regarderez, mais on a l'Europe, on a l'Amérique. Les flux migratoires majeurs, les plus importants, et les grandes zones de mobilité interne de travail, donc c'est-à-dire les migrations pour le travail à l'intérieur d'une même zone. Donc voilà pour ce cours. La suite de ce cours se fera avec le chapitre 2, et non plus sur les migrations cette fois, mais sur des migrations différentes, puisqu'on parlera du tourisme, et je vous proposerai de voyager un petit peu. Je ne vous en dis pas plus, et je vous souhaite bon courage et bon travail.